Cet après-midi, un accident de la circulation a coûté la vie à 2 personnes à Likomba, non loin de Tiko, dans la région du sud-ouest Cameroun. Des sources indiquent que quelques 150 personnes ont été tuées sur les routes du Cameroun pour le seul mois d'août. Et au cours de la 21e session du Conseil national de la route, on a appris, c'était en février-mars dernier, que pour la seule année 2016, 3008 accidents ont été enregistrés sur les routes camerounaises pour 1102 personnes tuées. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Combien faut-il encore de morts sur les routes du Cameroun pour que des solutions réelles soient définitivement trouvées face à ce fléau en passe de devenir la première cause de mortalité dans notre pays? 230 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 le débat ce soir pour décrypter ce sujet. Francis Ngamisobo, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes président national du syndicat national des exploitants d'auto-écoles du Cameroun. Vous êtes expert en sécurité, en conduite automobile. Et donc avec vous, on va essayer de comprendre quelle est la responsabilité ou quelle peut être la contribution des exploitants d'auto-écoles dans la gestion de ces drames qu'on enregistre sur les routes camerounaises depuis quelque temps. Vous nous direz donc ce que vous pensez de toutes les mesures qui sont prises, aussi bien par le pouvoir public que par les autres, par votre syndicat, dans le sens de régler cela. On a appris récemment que le ministre des Transports lance une réforme du permis de conduire. On reviendra un peu sur ces éléments-là pour essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants et surtout voir quel peut en être l'impact sur la réduction des accidents de la route dans notre pays. Merci Francis Ngamisobo d'être venu sur le plateau de 237 le débat. J'introduis également Hervé Boulet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour votre sollicitude. Voilà, vous êtes homme politique, vous êtes d'ailleurs le coordonnateur régional du PURS pour le littoral, mais vous êtes davantage invité sur ce plateau comme ingénieur de conception de génie civil. Et de ce point de vue, vous êtes très à l'aise sur les questions d'entretien routier. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois que c'était l'un des sujets qui a retenu votre attention au moment où vous sortiez de votre école de formation. Absolument, ça fait l'objet de la thèse de mon mémoire. Voilà, donc on parlera avec vous de l'entretien routier. Merci d'être venu sur le plateau de 230 le débat. J'introduis également Emmanuel Yebga, qu'on dit bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Mais je suis heureux d'être là parce que j'ai enfin l'opportunité de dire aux Camerounais que peut-être plus que la route, c'est eux qui sont responsables des morts. On reviendra donc sur cette question-là. Vous êtes expert en gestion de la flotte automobile et des risques routiers, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà, merci. Vous pouvez le constater, il y a un siège qui est inoccupé, un siège vide, c'est le siège du ministère des Transports, avec lequel nous avons d'ailleurs pris langue depuis plusieurs semaines pour la préparation de cette émission, par l'entremise de Madame, le délégué régional des transports pour le littoral. Nous avons préparé cette émission depuis donc pratiquement une dizaine de jours et nous avons échangé sur les enjeux et sur les tenants et les aboutissants de cette émission. Jusqu'à ce matin encore, nous avons échangé, malheureusement, comme vous le constatez, ils ne sont pas encore là. On espère qu'ils sont en retard et qu'ils vont nous rejoindre sur ce plateau dans quelques minutes. Merci donc, Madame, Monsieur, de nous regarder. Je vous propose, pour planter le décor, de regarder ce reportage d'Éric Martial Diouf. En tout cas, c'est une analyse qu'il fait sur la situation, sur les accidents, ces multiples accidents enregistrés sur les routes camerounaises depuis quelques jours. Les ministres de la République ont-ils démissionné face à leurs responsabilités? L'interrogation vaut son pesant d'or au regard de l'indifférence criarde affichée par ces derniers face à la multiplicité des accidents de la route ces dernières semaines. La route tue de plus en plus au Cameroun et est pour ce seul mois d'août finissant la principale cause de mortalité. Le 4 août à Banjoun, le 19 août à Mouyouka, le 20 août au carrefour Agip à Douala, le 21 août à la falaise à Ngaoundéré, le 23 août sur l'axe à Bamban à Yous, le 25 août à Mbalmayou, le 26 août à Bomono, pour ne citer que cela.
Mais ni le ministre des Transports, encore moins celui des Travaux publics ou de la Santé et même de la Communication n'ont daigné jusqu'à-là lever le petit doigt pour stopper la saignée. Aucune descente sur le terrain, aucun message aux familles frappées par le malheur des morts sur la route. Les gouvernants sont plus que jamais déconnectés des souffrances de leurs administrés. Paradoxalement, le président de la République du Cameroun a au cours de ce même mois d'août adressé de nombreux messages de condoléances à ses homologues de Sierra Leone, du Congo démocratique, du Burkina Faso, du Nigeria. Ceci pour le décès en nombre de leurs compatriotes dans divers événements tragiques. Ces morts d'ailleurs semble au finish plus important que les morts tragiques du triangle national. Une posture qui fait dire à des Camerounais qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et donc les routes continueront à les décimer dans l'indifférence totale de ceux-là qui ont la charge de les gouverner. Voilà, c'était donc une analyse d'Éric Martial Ndioumou sur les accidents de la route enregistrés au Cameroun, notamment pour ce mois d'août. Alors, nous recevons donc sur ce plateau Paul Joël Capian. Bonsoir. Bonsoir Duval et merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci parce que je suis en train de répéter une tradition. Il y a exactement 2 ans, j'étais assis à cet endroit. Je portais dans la voix du collectif pour le plaidoyer pour la camerounisation du port de Kribi. Aujourd'hui, on se réjouit au moins qu'une dizaine d'entreprises fassent partie, justement. Mais la question préoccupante, c'est celle de savoir est-ce que le transfert des technologies est assuré. C'est donc cela qui fera l'objet. Mais pour aujourd'hui, nous sommes là pour autre chose. Ouais, je voulais préciser justement que vous êtes là comme journaliste, vous travaillez pour Data Cameroun, un journal journalier qui vient de publier d'ailleurs une enquête réalisée sur les péages routiers au Cameroun. Et la première question que je vais vous poser, peut-être pour planter le décor, c'est quels sont les points saillants de ce rapport? Écoutez, les points saillants de ce rapport, c'est qu'il faut d'abord préciser que Data Cameroun, c'est la plateforme d'accès des citoyens à l'information dans un contexte où il n'existe pas de loi sur l'accès à l'information au Cameroun. Et donc, nous avons procédé par ce qu'on appelle sous d'autres cieux le data journalism, qui est en fait le journalisme des données. Et donc, grâce à cette pratique qui est en train de révolutionner le monde de l'information, on a pu avoir accès à des chiffres qui notamment devraient être mis à la disposition du public par les différentes parties prenantes, à savoir le ministère des Transports, le ministère des Travaux publics et le Fonds routier. Et ces chiffres notamment se résument en les recettes que le péage, que les 46 postes de péage que compte l'ensemble du territoire national ont pu donner à l'État du Cameroun. Et puis vous pouvez bien vous imaginer que de 2011 à 2007, à 2016 autant pour moi, on a presque engrangé 33 milliards de francs CFA. Avec en moyenne 5 milliards de francs CFA chaque année. Avec en moyenne 5 milliards de francs chaque année, évidemment. Et rien que pour l'année 2016, il faut dire qu'environ 11 millions de véhicules ont franchi les différents postes de péage. Mais les 33 milliards, il faut évidemment signaler qu'il y a quand même des pertes, des fuites qui s'estiment dans les coûts de 47% environ, soit 5 milliards chaque année qui disparaissent sans qu'on ne sache exactement d'où ces 5 milliards partent. Et donc, vous pouvez bien vous imaginer que du côté des dépositaires de l'autorité de l'État qui m'a dit que les causes dues à l'état des routes ne comptent que pour 20% dans les accidents. Mais évidemment, si vous prenez cela sur la base des données que nous avons pu dénicher, vous allez comprendre en réalité que les 20% ne sont pas négligeables. Vous avez tantôt dit à l'introduction que pour la seule année de 2016, il y a eu environ 30 000 accidents, 3 000 accidents. Donc quand vous faites 20% de 3 000 accidents, vous imaginez à peu près le quota que cela peut représenter. Et quand nous faisons des calculs en valeur relative, on est environ à 220 personnes qui sont mortes du fait de l'état de route si nous prenons les 20%. Ce qui signifie qu'on a en moyenne 220 familles qui sont endeuillées. Et vous pouvez vous imaginer que dans ces familles, vous avez par exemple des chefs de famille qui nourrissent d'autres personnes. Vous voyez du coup les incidences sur le plan économique, parce que sur le plan économique, le plan il y a la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, la FANA, qui lors de ses états généraux sur la prévention routière en Afrique organisée en septembre 2011 à Yaoundé,
indiquait que les accidents à la route font perdre chaque année au Cameroun l'équivalent de 100 milliards de francs CFA, soit environ 2% du produit intérieur brut. Évidemment, ce sont des chiffres et je crois que vous pourrez aussi consulter les données de l'Organisation mondiale de la santé qui estime que 90% des accidents dans le monde viennent des pays en voie de développement qui constituent la moitié du parc automobile du monde. Et c'est donc dit que les 20% qu'on essaie de nous brandir, c'est juste un taux de consolation. Parce que quand vous prenez les 80% qui sont, dit-on, des erreurs humaines, à l'intérieur, vous avez la responsabilité des dépositaires de l'État qui s'estiment en termes de permis qu'on octroie de façon fantaisiste. Vous avez les visites techniques qui sont des visites techniques des coquins, des amis à qui on donne des agréments. Vous avez encore, vous pouvez maintenant sur les 80% qui sont dus aux erreurs humaines, aller chercher encore environ 50% qui sont dus, je vais dire, aux erreurs de ceux qui nous dirigent. Emmanuel Yogapondi, lorsqu'on parcourt ces chiffres-là, ça donne quand même fraudeux. Hein. Le travail fait par Data Cameroun indique qu'il a indiqué tout à l'heure 11 740 000 véhicules qui ont traversé les 46 postes de péage, avec 5 milliards en 2016, 5 milliards 870 millions, 5 milliards 707 millions en 2015, 5 milliards 770 millions en 2014, 5 milliards 195 millions en 2013, 4 milliards 622 millions en 2012, avec un pic de 6 milliards 428 millions en 2011. Et paradoxalement, après 2011, il y a eu plus d'entrées de voitures au Cameroun, mais les recettes au niveau du péage ont chuté. Alors on va revenir tout à l'heure sur le taux de déperdition. Ces chiffres-là, bon ça c'est les chiffres sur les péages routiers, mais les chiffres présentés par Éric Martial Dumo, par exemple, tout à l'heure dans le reportage, et les chiffres collectés par d'autres sources, pour ce mois d'août, donnent quand même froid d'eau. Oui, ça donne froid d'eau. Ça se comprend. Ça donne froid d'eau, ça se comprend, mais je vais relativiser quand même que c'est peut-être pour faire un peu trop, pour amener les gens à être plus conscients. C'est environ 100. Mais 100 parce que les accidents de ce mois d'août ont opposé des gros porteurs. Des gros porteurs. Si vous êtes observateur, vous allez voir qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas encore trop de gros porteurs. Donc aujourd'hui, quand il y aura un accident entre un bus et un camion, il y aura beaucoup de morts. Et pourquoi les bus et les camions? Au mois d'août, nous sommes déjà à la rentrée scolaire. Et les agences de voyage, si on était en pêche, on allait dire que c'est la saison de grande pêche. C'est la saison, c'est leur saison fructueuse. Pendant la haute saison. Alors, les camions qui transportent aussi les marchandises, c'est la même chose. La rentrée scolaire, on ravitaille les villes parce qu'il y a de la marchandise qui va tourner pour la rentrée scolaire. C'est pour ça qu'on peut observer ça. Mais le taux de 80% de causes humaines est léger. Parce qu'aucun pays dans le monde ne peut totaliser moins de 90% de causes humaines. D'après ce qu'il a cité même, les défaillances administratives, c'est les hommes qui gèrent ça. Donc, quand on parle de causes humaines, il ne s'agit pas seulement des défaillances des conducteurs, ni des comportements des usagers de la route. Il s'agit de tous les humains, tous les hommes qui participent à la gestion du transport sur les routes. Il faut déjà, d'entrée de jeu, dire que la route est un danger. La route en soi est un danger. C'est le théâtre de la mort. Ça encaisse en soi la cause essentielle de ces accidents. Vous avez donné les chiffres du FANAF qui sont de 100 milliards de pertes. Pour l'économie. Pour l'économie. C'est les primes d'assurance payées, c'est les voitures. Vous savez que les plus gros transporteurs, c'est les entreprises de production. Je ne fais pas la publicité, mais quand vous prenez Dangote, vous pouvez imaginer le nombre de camions présents. Quand vous prenez la Stonel, vous pouvez imaginer le nombre de voitures, les brasseries. Ce sont ces voitures qui font des accidents, donc qui arrêtent le fonctionnement de l'activité économique à un moment. Ce qui voudrait dire que c'est les responsables de ces entreprises qui ont investi pour produire, qui devraient participer également, comme ça se fait ailleurs, à la gestion du risque routier. Parce que quand il y a un accident, vous avez vu la vidéo de ce qui s'est passé à Tico ce soir, cet après-midi. Les gens passaient, les gens sont inconscients, ça ne dit rien à personne. Il n'y a que les curieux, les piétons qui crient là, ça ne gêne personne. Quand une agence de voyage fait un accident au Cameroun, ça ne donne pas de leçon ni à l'agence,
ni à d'autres agences. Alors que ça devrait être... Alors la preuve, les drames se multiplient chez les routes. Oui, et les autres... Il faudrait bien un moment donné... Il faut commencer à faire même l'autre, parce que comme ça, nous, on va travailler seul. Voilà la réflexion des gens pour vous dire que les morts de la route sont causés par les hommes. Et je suis là aujourd'hui pas pour défendre l'État. Personne ne défend l'État. Commençons par baliser en disant que on est tous d'accord qu'on n'a pas de route. Mais si on n'a que des pistes, si nous n'avons que des couloirs, comment se comporter dans ces couloirs? C'est de ça qu'il s'agit. Et d'autres pays sont moins lotis que nous en termes de route et font moins d'accidents. On reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Alors, Hervé Boulet, sur les premiers éléments qui ont été versés dans l'analyse depuis le début de cette émission, quelles vont les réactions? D'abord sur les chiffres, que ce soit les chiffres en rapport avec les péages routiers ou la question des causes humaines qui justifient l'essentiel des accidents sur la route. Par quel vous prenez la question en tant qu'ingénieur de conception génie civil, ou même en tant qu'homme politique? Voilà, je disais, je vais faire deux analyses, celle du technicien et celle de l'homme politique. De ce qui s'est dit, j'ai l'impression que nous sommes en train de parler des conséquences. Je pense qu'ici qu'il faut commencer par les causes. En tant que technicien, je crois que le problème, c'est la route. Il existe des standards de route. C'est d'abord la route avant d'être l'homme. Avant d'être l'homme. Il existe des standards de route en fonction de l'évolution du temps. C'est-à-dire qu'on peut encore comprendre que dans les années 60-70, qu'on avait des routes avec des virages qu'on appelait les virages fermés. Et qu'en 2017, il y a ce qui a fait l'objet, par exemple, de mon mémoire, c'est les clotoïdes. Les clotoïdes, ça veut dire des virages plus ouverts avec des vitesses de référence de plus de 80 km. Donc nous avons des routes encore qui datent des années 70, qui sont des pistes en fait, qui étaient faites pour un certain nombre de véhicules par jour. La preuve, quand vous parcourez notre axe lourd, entre guillemets, en passant, axe lourd ne veut rien dire en génie civil, donc on parle de piste, donc comme on a baptisé axe lourd, on a encore les bus, ce qui n'est pas possible. Les bus étaient faits pour supporter un certain nombre, un trafic moyen, c'est-à-dire qu'on avait environ par jour une centaine de véhicules. Aujourd'hui, nous avons, en termes de référence, à peu près 400-500 véhicules qui font l'aller et retour entre Yaoundé et Marché. Et maintenant, des gros porteurs qui doivent desservir non seulement la capitale, mais qui plus est les pays voisins. Donc, techniquement, on se retrouve avec une route, entre guillemets, qui ne peut plus supporter. Elle est vieille. Ce qui peut justifier donc l'orientation prise par le gouvernement de faire désormais une autoroute entre là et Yaoundé. Oui, sauf qu'en 5 ans, on a fait 20 km. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'inaugurer cette route. Bon, mais en attendant aussi, le ministre des Travaux publics a annoncé qu'on procède progressivement au remplacement des bus. Oui, sauf parce que la fois dernière, il y a eu l'effondrement d'une bus à Magna et ça a provoqué ce que cela a provoqué. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. C'est l'homme politique qui parle maintenant. Gouverner, c'est prévoir. J'étais sur un plateau d'une chaîne concurrente le dimanche où je disais, quelqu'un me sortait les chiffres de la population. Je leur disais, quelle que soit la nature de votre document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est exactement comme la femme qui va au marché, elle a 10 personnes chez elle, elle va acheter 4 plantains. Évidemment, les autres, certains mangeront, d'autres ne mangeront pas. Nos documents de stratégie pour la croissance et l'emploi peuvent être bien élaborés, mais si on ne tient pas compte du nombre de Camerounais que nous sommes, il est clair que l'implémentation va être biaisée. Elle va être biaisée. Donc, en tant qu'homme politique, je dis, un homme politique, c'est celui qui travaille dans la prospective. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, nous sommes 10 millions aujourd'hui, demain, en faisant le calcul des ratios, on se dit, bon, dans 5 ans, nous serons à peu près 15 millions. Si la route que nous avons faite est de 7 mètres, qui supporte une circulation de 100 véhicules par jour, dans 5 ans, elle doit être capable de supporter une circulation peut-être de 7,5. Ça doit être 150 par exemple, ou 200. Évidemment, on met sur pied les grands travaux. Qui sont des grands travaux? Je suivais mon aîné qui disait tout à l'heure que la route était un danger. Non, au contraire, la route est un moyen de communication. C'est nous qui la rendons un lieu, un théâtre de la mort. Sur le plan institutionnel, parce qu'on n'a pas fait dans la prospective, on n'a pas dit, OK, la population va grimper, on n'a pas été proactif. On n'a même pas fait dans l'urgence, parce que dans l'urgence, c'est quoi? C'est un exemple entre guillemets. Hein. Les routes sont plus détériorées au niveau des péages qui sont supposés produire de l'argent en termes d'entretien routier. Et maintenant, la nouvelle solution, c'est de déporter ces péages vers la route qui est encore, entre guillemets, assez bonne. Ils ont déjà détruit là-bas. Mon frère de droite parlait tout à l'heure du nombre de véhicules qui passent au péage. Je suis d'accord avec lui, mais c'est des chiffres approximatifs. On ne peut avoir des chiffres réels que si et seulement si nous avons un péage qui est automatique. Ce que nous voyons dans le péage, c'est quoi? Nous le faisons, nous sommes des Camerounais. Parfois, vous arrivez, on vous tend le ticket, vous lui donnez ses 500, vous ne prenez même pas le ticket. Ça ne peut pas être comptabilisé.
Des fois, ces agents de péage ont 2 carnets. Ils ont un carnet parallèle qui est le leur. Ils arrivent le matin, ils vendent d'abord leurs billets, ça va dans leur poche. Et le carnet de l'État, le soir. Donc quand on prend ces chiffres, il faut à peu près les multiplier par 2. C'est-à-dire quand on parle d'entrée de 30 milliards, mettons-nous à 60. Parce que les premiers tickets qu'on vend qui vont dans les poches des agents du péage, c'est du détournement des deniers publics. Alors sur cette question-là, Francis Ngabesobo, vous êtes responsable, vous êtes au syndicat national des exploitants d'auto-école, et donc en tant que formateur, est-ce que vous sentez une responsabilité, vous en tant que formateur, dans cette drame qu'on enregistre sur les routes tous les jours? Et si oui, cette responsabilité, pour vous, est-ce qu'elle est importante, elle est à minimiser? À quel niveau se situe cette responsabilité des responsables d'auto-école dans ces drames? Oui, merci Duval. Je voudrais d'abord vous dire que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par rapport à ce qui se passe actuellement sur nos routes. Et je pense que ça fait entre 10 et 5 ans, nous avons dénoncé le phénomène qui se passait au niveau des examens de permis de conduire. Les gens ont délivré des permis frauduleusement aux Camerounais. Distribuer des permis, ça fait pratiquement 10 ans que nous dénonçons. Je pense qu'il nous a accompagnés dans des missions à Yabassi et un peu partout, où on était là pour dénoncer des candidats fictifs. Puis on se souvient quand même de cette session d'examen où on avait plus de candidats à Yabassi qu'à Douala. Que l'ensemble de la population même de Yabassi. Voilà. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai suivi les reportages un peu de partout. On impute ça au ministre actuel. Hein. C'est sa malchance, il a hérité d'un mauvais héritage. Bon. Mais c'est ce permis qui sont en train de tuer. Ce permis qu'on a distribué. Et là, actuellement, l'accident ne choisit pas une couche sociale ni une personnalité. Donc, nous tous, nous allons supporter ces accidents et nous sommes exposés à ces risques-là. C'est vrai, les facteurs sont nombreux. Il y a plusieurs facteurs. Le voisin parlait de la route. C'est vrai, il y a le mauvais état de la route, il y a la mauvaise matérialisation même de la route. La route est très mal matérialisée au Cameroun. Pas du tout. Moi, je vais vous prendre l'exemple de l'axe, à supposer axe lourd, voilà, Yaoundé. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'en fait, en formation, il n'y a aucune route qu'on appelle axe lourd. Alors, partout ailleurs, en fait, la matérialisation est standard. Partout ailleurs, les routes à double sens, la limitation de vitesse est à 90 km/h. En Europe, les autoroutes, c'est 110 km/h. Les mieux aménagés sont à 130 km/h. Mais vous voyez notre axe, la nationale numéro 3, je préfère appeler ainsi, la vitesse est limitée à 110 km/h. C'est la vitesse de référence. Alors, vous voyez à partir de là, ça fausse les données. Et ça ne correspond plus à l'état de la route, à la configuration de la route. Alors, donc voilà, mais le facteur humain représente environ 97%. Quand je dis facteur humain, c'est l'entretien des routes, l'entretien des véhicules. Nous sommes d'accord que le mauvais état des véhicules aussi fait partie des causes d'accident. Ces véhicules ont pourtant toutes des visites techniques. Et ces véhicules ont des visites techniques. Mais le conducteur, il occupe une place très très importante dans tout ce que nous parlons là. Je pense que son pourcentage est élevé dans les 90%. Voilà. On a planté le décor maintenant. Je vous propose qu'on y aille segment après segment. Paul Joël, sur cette question-là, vous avez donné quelques indications tout à l'heure. Et on a appris par exemple que sur le triangle de la mort, Douala, Yaoundé, Bafoussam, on collecte 80% des recettes. Bien évidemment. Sur ce triangle, c'est 80% exactement, comme vous avez dit. Malheureusement, c'est exactement à ces endroits où les routes sont les plus mal entretenues, les plus détériorées, comme il dit. Et curieusement, je vais vous dire que c'est aussi paradoxal que cela puisse paraître, parce que c'est justement dans ce corridor qu'il y a le plus grand trafic. C'est-à-dire, vous voyez un peu le trafic entre Douala, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Yaoundé, Bafoussam, ainsi de suite. Donc,
Et puis, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que chaque année, le Parlement budgétise l'entretien de ces routes. Et je tiens à vous rappeler qu'au fonds routier, il y a tout un guichet qu'on appelait le guichet entretien, qui est chargé justement, après la collecte de cette agence du CPH, d'entretenir ces routes. Ça, on est au niveau de ce que mon voisin de gauche a dit qu'il ne faudrait pas qu'on appelle l'axe lourd. Mais ne perdez pas de vue aussi qu'on ne devrait pas seulement se cantonner au niveau de ces axes pour parler d'accidents. Quand vous prenez la simple ville de Douala, on est en urbain. Il y a également des accidents qu'il faut déplorer et des routes mal entretenues. Pourtant, au fond routier, il y a également un guichet qu'ils ont appelé le guichet investissement, qui est justement chargé d'approvisionner et de permettre l'entretien des routes, par exemple, à Douala. Regardez à quoi ressemblent les routes à Douala. Et c'est justement sur ces routes qu'il y a généralement des conflits de compétences entre qui fait quoi, qui doit entretenir quelle route. Vous avez la communauté urbaine, vous avez le ministère du développement urbain et de l'habitat, vous avez le ministère des travaux publics et vous avez maintenant le fonds routier. Et donc finalement, on n'est pas capable de vous dire qui fait quoi, où et quand. Pourtant, il y a tout un budget qui est justement voté à l'Assemblée nationale. Il y a même des partenaires au développement qui versent l'argent au Cameroun pour ces travaux-là. Donc c'est pour ça qu'à la fin de l'année, vous apprenez, quelqu'un vous dit qu'il y a un excédent qu'on n'a pas pu consommer, et pourtant cet argent-là est mis pour justement consommer. Et entre-temps, on ne publie aucun chiffre, on cache tout, parce qu'après on va faire tout ce que vous connaissez. Et effectivement, parlant de l'entretien du patrimoine routier, à travers ces deux guichets que vous avez indiqués, le guichet entretien et le guichet investissement, on apprend qu'il y a 64 milliards 802 millions qui ont été mobilisés en 2014, 69 milliards 908 millions en 2015 et 70 milliards en 2016. Ce sont des chiffres réels? Bien effet, ce sont des chiffres, je vais dire officiels. Parce que quand on dit des chiffres officiels, c'est-à-dire que des chiffres qu'on a pu retrouver ce sont des traces qu'on a pu retrouver au niveau d'une des structures du gouvernement. Mais il peut maintenant avoir autre chose, comme il a tantôt expliqué qu'il y a des chiffres qu'on vous brandit, mais derrière, en réalité, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer publiquement. Donc, comme je vous expliquais, le réseau routier du Cameroun, que ce soit en urbain, interurbain, dans les campagnes et même jusque dans les villages, il y a tout un budget qui est prévu pour l'entretien. Mais cet entretien n'est jamais fait. Vous vous souvenez, il y a par exemple un an, c'est l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui finançait la construction de 5 ponts métalliques pour désengorger les bassins de production, pour justement permettre à tous ces producteurs dans nos villages qui produisent justement de pouvoir écouler ces produits. Quand je vous prends par exemple Yabassi dans le Cam pour Douala, vous voyez, on revient toujours au même problème, le problème de construction de routes, les problèmes d'entretien. Et on n'entretient pas seulement que les routes qui sont boudonnées, même les routes non revêtues, je crois que c'est l'expression qui est consacrée, fait l'objet d'un budget et qui doit être entretenu. Donc, il semble que c'est les routes les plus nombreuses. Parce que les routes estimées, il n'y en a que 5000 km. Seulement, malheureusement. Mais tous les jours, l'ingénieur de l'État vous parle des projets qui sont prévus, qui sont budgétisés à l'Assemblée nationale et dont les partenaires au développement ont même déjà versé de l'argent pour que cela soit fait. Mais entre-temps, on vous annonce que ce sera fait. Mais en matière de redevabilité et de reddition des comptes, il n'y a personne après qui vient vous dire exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi ça n'a pas été fait. Et donc, on retombe dans le même cycle, les mêmes accidents. Je tiens à vous rappeler qu'il y a environ 10 ans, on avait le même phénomène sur la route Yaoundé-Douala, c'est-à-dire des accidents récurrents, pratiquement à la même période. Vous vous souvenez qu'il y a pratiquement les militaires français qui étaient morts sur ces routes et qui a permis à la France, justement, dans le cadre du CD2, de pouvoir donner de l'argent à l'État du Cameroun pour arranger ces routes. Mais jusqu'à présent, la route Douala-Yaoundé est construite, ça fait des décennies. On parle de l'autoroute. Mon voisin a dit qu'il y a à peine 20 ans, il y a à peine 5 ans, on est seulement à quelques kilomètres. Mais entre-temps, on est en train de résoudre les problèmes d'indemnisation qui ne sont toujours pas finis. Et donc, où va l'argent? C'est là toute la question. Et donc, tout cela rentre, Emmanuel Ebga, dans ce que vous avez appelé les causes humaines, c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion... Alors, vous êtes expert en gestion de flotte automobile et de risques routiers. Dans cette posture-là, quand vous analysez ces causes-là, ces causes humaines entre autres, est-ce que vous avez l'impression que le diagnostic a été bien fait et que les solutions qui sont envisagées par les pouvoirs publics sont les meilleures à l'heure qu'il est? Je ne pense pas que les solutions devraient être envisagées par les pouvoirs publics qui n'ont pas déjà fait les routes.
Parce que si les pouvoirs publics n'ont pas fait des routes, vous ne pouvez pas attendre les pouvoirs publics qui trouvent des solutions à ces problèmes. Moi, je continue à le dire, je ne mets pas trop de crédit à l'état des routes. Je vous dis ça simplement. On vient de faire la route de village, ici à Douala. Elle est bonne. Mais tous les jours, on compte les morts. Parce qu'elle est bonne. Elle n'est pas bonne. Non, je vous dis, pourquoi on compte les morts? Parce que les usagers de la route ne sont pas formés pour utiliser même ce genre de route. Et donc vous rejoignez Francis Nga qui estime qu'il y a au départ un problème de formation. Formation grave, je vais vous dire, et c'est mondial, c'est pas pour le Cameroun. En 2016, le pays où il y avait plus de morts sur la route, c'était l'Arabie Saoudite. Vous pouvez imaginer qu'il y a des problèmes de route en Arabie Saoudite. Le deuxième pays, c'était les Émirats Arabes Unis. Le troisième, c'est l'Algérie. En 2013, le premier au monde, c'était le Maroc. J'espère que vous savez quand même que le Maroc a des routes. Donc c'est un problème de formation et de culture. Quand je disais tout à l'heure, la route, ce n'est pas la chaussée. La route, c'est cet espace et ceux qui sont dessus. Vous êtes d'accord avec moi que les routes au Cameroun sont devenues par exemple des marchés. Sur la route de l'Ouest, partout où il y a un dodan, il y a un marché. Partout où il y a un trou, il y a un marché. Quand vous analysez tout ça, dernièrement, la semaine dernière, il y a une fille de 2 ans qui a été écrasée vers Konsamba parce qu'elle traversait Vendée. C'est ce que nous appelons le problème de formation. Je vous assure, ramenez même ça à 45%. Si nos accidents baissent de 45%, c'est considérable. Le problème, c'est un problème de formation. Et il l'a dit. Qu'est-ce que les auto-écoles ont dans un ministère qui n'est pas un ministère de formation? Quels sont les curricula qu'on utilise à l'auto-école? Il y a quel référentiel de formation? Si ce n'est pas le code Rousseau qui ne parle que de la matérialisation sur la chaussée. Voilà le vrai problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les voitures ont des options que les moniteurs d'auto-école qui sont là depuis 30 ans ne connaissent pas. Est-ce qu'ils ont été recyclés? On vous parle de la conduite défensive, c'est-à-dire savoir adopter la distance de sécurité, pouvoir regarder à distance pour réagir. Pourquoi quelqu'un va d'abord sortir de l'auto-école avec un permis où on lui a seulement appris à déplacer la voiture pour revenir encore payer pour qu'on lui donne maintenant, c'est pas une attestation de conduite défensive. Voilà les vrais problèmes. Le problème, c'est que le gouvernement de la République a créé un ministère de la formation. Conduire est une profession. Donc il y a un ministère de la formation professionnelle qui doit gérer de ça, contrôler les auto-écoles. Il l'a bien dit. Moi, j'ai vu le dernier examen à l'école publique à quoi ici. Il y avait peut-être 5000 candidats. Est-ce qu'il y a 1000 apprenants dans les auto-écoles à Douala? Pas du tout. C'est possible. Donc, il y a ce problème. Encore qu'au Cameroun, on pense que être chauffeur, ça va que ça n'a pas que. Non, c'est interdit. On pense qu'être chauffeur, ça n'a pas que le CEP. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui tient la vie de 72 personnes dans un gros porteur, qui n'est que le CEP, est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il ne sait même pas. Même pas la valeur de sa propre vie. Alors, en attendant que Francis Nga revienne sur la question du permis de conduire, et notamment cette affaire de réforme-là, quand je vous interpelle en tant qu'expert en gestion de la flotte automobile, est-ce que le nombre de voitures aussi qui entrent et la qualité des véhicules qui entrent n'est pas un problème? Oui, mais c'est un problème. Je continue à dire que c'est un problème partout. C'est un problème partout. Mais, Duval, quand vous achetez votre voiture, est-ce que vous tenez compte du fait qu'il n'y a pas de route? Voilà le premier problème. C'est pour ça que quand on parle de l'éducation, quand quelqu'un a une entreprise de transport, sachant qu'il n'y a pas de bonne route, est-ce que c'est normal d'avoir ces gros porteurs? Moi, je vais vous raconter. Parfois, nous allons à l'ouest. Je suis responsable dans le Coran. On ne peut pas louer un gros porteur parce qu'on va prendre des routes où le gros porteur ne peut pas aller. Voilà le vrai problème. Vous êtes de là-bas si vous devez avoir un 4x4, c'est normal. Mais quand vous roulez avec un 4x4 à Douala, c'est pourquoi? Est-ce que les gens savent même que les pneus de voiture là sont par type de route? Vous voyez quelqu'un qui met les pneus avec des crampons et roule sur le goudron, dit que ma voiture vibre. Ce n'est pas les pneus de goudron. C'est pour ça qu'il faut former et les chauffeurs et tout le monde. Parce que c'est tout ça qui cause des accidents. Je vais donner un autre cas. Est-ce que vous savez que quand un chauffeur n'a pas un papier dans son dossier, il tremble la route? À qui la responsabilité? À son patron? Parfois, on a pris, ce qu'on laisse souvent, c'est le permis. On a pris tous les autres papiers. Et quand il conduit, il tremble. Parfois, on a même pris le permis. Donc, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité. Dans ce plan psychologique, il y a... C'est pour ça que je vous dis que même les accidents que vous voyez là, quand le chauffeur est sur un long trait, il perd la concentration. Tous les conducteurs, nous tous sommes des chauffeurs. Quand tu es sur le long trait, tu dis, ah, je vais respirer. C'est là où on prend le téléphone. C'est là où on fait... Et c'est pour ça que quand vous avez un tronçon comme Aïboumbe, qui est le tronçon le plus accidentogène sur l'As Douala Yaoundé, c'est un long trait. Quand vous avez les accidents sur la route de Kumba, qui n'a pas de trou, c'est souvent sur les longs traits, à Misselele ici. C'est là où il y a l'hécatombe.
C'est les longs traits. Parce que c'est là où chacun ne sait plus que la route est dangereuse, quand il dit maintenant que la route est dangereuse. Il se laisse aller. Et dès qu'il est surpris, bon, je ne parle même pas des conduites de nuit. Je ne parle pas de la somnolence, je ne parle pas de la fatigue. On n'est même pas encore arrivé là. Ça veut donc dire qu'il faut former et les responsables qui achètent les voitures et les chauffeurs, parce que le chauffeur a sa vie. Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre vie. Je ne peux pas confier ma vie à l'État pour dire que comme l'État n'a pas fait la route, je m'en vais mourir. Ma vie, c'est ma vie. Et quand nous achetons les biens dans une agence, 72 personnes, nous allons confier nos vies à quelqu'un. C'est un peu comme la police. Après, ce que la police a fait. On ne peut pas dire gardien de la paix, un gars qui a le CP, il ne sait même pas ce que veut dire le mot paix. Ils ont relevé le niveau. Ils ont relevé le niveau. Ils disent maintenant, pour être gardien de la paix, il faut avoir au moins le BPC. Tu peux au moins savoir écrire ce mot. Mais avant, quand c'était le CP, le gars ne savait pas comment écrire la paix. Il a enroulé ce qu'il faut quoi. L'ancien CP était bon. Hein. Bon, moi j'étais le CP. C'est pour dire que la formation, même les chauffeurs, le chauffeur n'est pas là pour gagner 40 000, 50 000. Moi j'ai un ami qui est avocat, quand il dort au Hilton, son chauffeur dort au Hilton. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je le laisse aller au quartier, il boit, et le matin il prend la voiture, il me jette. Il faut que je le mette dans les conditions parce qu'il tient ma vie en main. C'est ça qui manque dans la concession des gens qui pensent que le chauffeur, après le balayer à la maison, c'est le chauffeur qui est le dernier des employés. Non. Très bien. Alors, sur cette affaire, lorsqu'on écoute l'analyse de Emmanuel Yebga-Pondi, on a l'impression qu'il y a beaucoup de causes, mais il faut peut-être penser à hiérarchiser ces causes-là pour voir par quel bout on prend l'affaire. Vous dites qu'il faut commencer par quoi? Tout à l'heure, vous m'avez crié à chaud, j'ai oublié d'adresser à toutes les familles éprouvées parce que nous avons l'impression sur ce plateau, enfin, ceux qui nous regardent, que nous parlons techniquement, voilà, mais en dehors du techniquement, il y a des familles qui sont éprouvées tous les jours. Donc, je profite de l'occasion ici, j'ai été chargé par le premier secrétaire, Matomba, d'adresser, n'est-ce pas, à toutes les familles éprouvées nos sincères condoléances. Je voulais dire ici, vous savez, dans notre parti au PURS, notre premier élément dans notre projet de société, c'est l'éducation. Dès qu'on a réussi à encadrer le facteur éducationnel, on a réussi à sauver toute une société. On peut dire ce qu'on a envie de dire, tout passe par l'éducation. Tant des usagers, des conducteurs, des responsables, des flots, machin, et de l'État, tout passe par l'éducation. Tout le monde est concerné. Maintenant, quand on parle de la hiérarchisation des responsabilités, eh bien, la première des choses, c'est que le premier coupable, c'est l'État. On a beau dire ce qu'on a envie de dire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais à Yaoundé, je suis dans un gros porteur. Au niveau de Bankomo, vous connaissez ce barrage où tout le monde descend des bus, présente la carte d'identité, on va à pied. Il y a un général dont je vais taire le nom qui était à côté. Et moi, je suis descendu, je lui ai dit poliment bonjour, voilà. Tous les véhicules personnels n'étaient pas contrôlés. Par contre, tous les gros porteurs étaient contrôlés. Je lui ai dit, mon général, mais il y a un problème de fond. Nous avons cru entendre que ce barrage, c'était pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi que les terroristes sont bêtes pour savoir que ceux qui passent avec les véhicules personnels ne sont pas contrôlés, il n'y a que c'est des bus, et bien ils passeront avec. Il me dit, allez dans votre télé, parlez comme vous parlez souvent, ce n'est pas mon problème, c'est vous qui faites la politique. Donc techniquement, la première responsabilité est celle de l'État. Un État responsable met sur pied la stratification et le mode de fonctionnement dans tous les secteurs d'activité. Dernièrement, on parlait de l'organisation des corps de métier. Moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, dans le cas du journalisme, que la CNC est très mal placée pour donner des leçons aux journalistes. Les journalistes doivent avoir leur corps de métier. Les spécialistes en matière de transport doivent avoir leur corps de métier. À l'heure actuelle, vous savez qu'il y a le dossier des transporteurs qui est bloqué à la présidence. Donc, il y a un collectif qui a été mis sur pied, ils ont travaillé dessus, mais on n'arrive pas à sortir parce que sur 81 000 gros porteurs, des gros porteurs qui... Seuls 10 000 gros porteurs appartiennent aux transporteurs parce que par ailleurs, il y a une loi qui dit que pour avoir des camions qui font ce truc, il faut être transporteur. Les 71 000 appartiennent à qui? Et pourquoi le projet bloque? Regardez suivez mon regard, vous comprenez d'où ça vient. Donc je dis, quand ceux qui sont en charge d'ordonnancer, de discipliner, d'organiser ne le font pas, ça devient la cour du roi Péto. Le reste, ça suit. Donc, ici, la première responsabilité est celle de l'État. L'État, tout à l'heure, mon aîné Yebga disait, le Maroc est le premier pays, soit. Mais commençons d'abord par avoir des routes avant d'attaquer le reste. L'État a la responsabilité et l'obligation de permettre aux citoyens camerounais de se déplacer. Moi, je suis un Cameroun. Et qui a fait un reportage, vous partez de Douala à 90 km. On fait 6 heures de temps. C'est la catastrophe.
Or, comme disait mon voisin de droite, mon frère, il y a des budgets qui sont alloués chaque année pour reprofiler, on appelle ça technique, le reprofilage des routes non bitumées. Il y a même au niveau de la communauté urbaine ou des mairies, qu'on appellerait, nous avons proposé cela dans un collectif d'experts et des ingénieurs, on a dit chaque mairie doit avoir ce qu'on appelle des batteries légères, c'est-à-dire on a un pick-up, on met chaque matin 2 brouettes de sable, de gravier, du ciment. Chaque fois qu'on trouve un petit truc, tac, immédiatement, on ferme. Ça permet d'éviter de détruire tout au moins ce qui nous reste comme route. Tout à l'heure, on faisait allusion au triangle. Je vais terminer. Je voudrais t'aider. On parle du triangle de la mort. Avec l'extension des accidents dans le sud-ouest, quelle figure géométrique va prendre désormais les accidents? Comment est-ce qu'on va appeler ça? Et on ne peut plus s'arrêter exclusivement à parler du triangle de la mort. Il y a les extensions de ce triangle de la mort. Au-delà des extensions du triangle de la mort, il y a maintenant des routes, comme le disait mon frère, à l'intérieur de chaque ville. Regardez ce que nous avons comme route. Pour aller à Akwa Nord, à Douala Nord, c'est la 3e guerre mondiale. Douala Sud, 3e guerre mondiale. Pour aller à Bonabéry, une femme a le temps de faire un enfant sur le pont. Je pense que, sérieusement, pour revenir basiquement à l'interrogation qui était mienne, la première responsabilité est étatique. Alors de façon détaillée, de la parole à Francis Ga, vous êtes ingénieur. Quelqu'un soulevait un problème tout à l'heure, la réactivité, non, la promptitude dans la réaction lorsque il y a des trucs. Est-ce que ça se comprend? Je veux dire, est-ce qu'on gagnerait moins, est-ce qu'on gagnerait plus d'argent? Est-ce qu'on ferait plus d'économies en réagissant rapidement chaque fois qu'il y a des trous? Parce que on a eu l'impression à un moment donné que lorsqu'il y a des nids de poules qui naissent sur les routes, c'est au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois que cela s'agrandit. Des années, vous l'avez dit. Ça fait l'objet d'un appel d'offres après. Donc je dis qu'il y a, pour répondre à votre question de manière basique, ce que vous dites est une lapalissade. Plus on réagit de manière prompte, mieux on attaque le mal. Donc, de toutes les façons, qu'on prenne le problème à gauche ou à droite. Ça coûte très cher. Ça coûte très moins cher. Je vous ai dit que lorsqu'on a par exemple des batteries légères, avec ce qui nous reste comme petite route, on a le temps, ces petits nids de poules-là, de les combattre rapidement avant qu'ils ne deviennent des nids d'éléphants. Donc, il s'agit donc de faire quoi précisément? Précisément, pour que ce point soit réglé de façon aussi. C'est de responsabiliser ceux qui sont en charge de l'entretien routier. Oui. C'est de les responsabilités du sommet à la base. J'entends ici le ministère des Transports, développement urbain, parce que comme le disait mon voisin tout à l'heure, face à un problème, vous ne savez pas finalement qui réagit. Vous allez à la communauté urbaine, ce n'est pas notre compétence. Développement urbain, on dit faites une note, nous allons travailler au ministère des routes, des travaux publics. Travaux publics, on dit non, c'est les fonds routiers qui devaient plutôt intervenir. On se retrouve dans une espèce d'imbroglio, tel qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et quand on ne sait plus qui fait quoi, et bien, effectivement, on aboutit à ce triste spectacle que nous avons là, parce qu'en fait, tout le monde est irresponsable. Personne ne... Non, c'est pas de notre responsabilité, c'est pas de faute, c'est plutôt à l'autre. Non, nous pensons, par exemple, sur le plan politique, à l'époque, il y avait un seul ministère qui s'occupait de toutes ces choses. Donc, créer des ministères connexes pour essayer de contenter les petits amis n'arrange pas la situation. Il y a un Conseil national de la route qui pouvait... Mais le Conseil national de la route n'a de nom que de conseil. Ce n'est qu'un conseil. Ce n'est qu'un conseil. Et un conseil, c'est quoi? C'est les gens qui émettent des idées. Il y a ceux qui sont en charge de mettre en exécution ces idées. Il y a ceux qui sont en charge de débloquer les fonds pour que ces idées prennent corps. Donc, quand tout le monde est irresponsable, qu'est-ce qu'on fait? On aboutit à ce visage hideux et de nos routes et des morts. 100 morts en une semaine, en 3 semaines, sans dire rien à personne. Alors, la question de permis de conduire, sauf si vous voulez réagir quelques secondes. Je voudrais réagir pour dire à mon jeune frère qui porte les 2 casquettes d'ingénieur et de politicien que ça ne lui va pas très bien. qu'il met souvent les produits d'une casquette dans l'autre. Je vous assure, techniquement, même la France, qui en 1970 faisait 18 000 accidents par an, et qui en 2013 fait 3 268 accidents, continue à avoir 25% d'excès de vitesse cause d'accident, 31% alcoolémie, 8% fatigue, qui sont des causes humaines. Qu'il y ait 10 morts, qu'il y ait 1000 morts, ces causes occupent un grand pourcentage. Je crois que le but du débat ici, c'est de dire
comment faire pour diminuer On y les arrive. accidents. Je continue à dire qu'ils ont toutes les bonnes routes. Mais si ces causes continuent à prendre un grand pourcentage, il faut les combattre. Chef, C'est ça. ayons d'abord les routes. Non, je continue à te dire que Non, les routes, c'est 100%. ayons d'abord les routes. Le reste, on peut régler après. Est-ce qu'il y a des accidents sur la route de Yabassi où tu fais 6 heures? Oui. On n'en a pas annoncé. des accidents très graves. Justement parce que... Il y a des accidents. Vous savez ce qu'un ministre a dit un jour, il faut que je vous dise, à l'Est, la route était enclavée. Les gens lui demandent, mais monsieur le ministre, quand vous venez ici, vous poussez la voiture, est-ce que c'est bien? Il a dit, mais vous ne savez pas claver. Les gens lui demandent, mais monsieur le ministre, quand vous venez ici, vous poussez la voiture, est-ce que c'est bien? Il a dit, mais vous ne savez pas. Il faut faire du sport. Le chef de l'État vous aime. Parce que si on fait la route, Vous allez mourir. les allongés vont On sait quel c'est le ministre, donnez pas le nom. Comment ça qui c'est? Donc, c'était pour dire que même les politiques, parfois, parce que le camp en a, peuvent permettre que les routes soient comme ça. Non, c'est les politiciens. Et je voudrais dire que ça, c'est les hommes. Non, c'est pas des politiques, c'est des politicards. C'est pas des politiques. Un politique, c'est un intellectuel. Un politicard, c'est un amuseur public. Sauf que je voudrais ajouter quelque chose pour dire que le Conseil national de la route a dit qu'en 2016, il y a eu 3088 accidents. Oui. Mais vous avez la gendarmerie en 2017 qui vous dit que c'est pas le nombre d'accidents qui a augmenté, mais c'est le nombre de morts. À supposer donc, ce qui signifie littéralement qu'il y a eu plus de gros porteurs qui sont entrés dans un territoire où il n'y a pas de route pour circuler. Qui autorise donc cela et à quelle fin? Voilà. Alors, sur la question du permis de conduire, on a écouté le ministre récemment annoncer les réformes sur le permis de conduire. J'imagine que vous êtes au courant. Oui, avant de revenir sur les réformes, je vais m'aligner derrière mon Emmanuel, effectivement, parce que ça sera facile pour nous les formateurs de jeter le tort aux autres, c'est-à-dire de parler des routes, d'état des véhicules, d'autant plus que le code est clair. Il revient au conducteur de s'adapter à toutes les conditions. Le conducteur doit s'adapter à l'état du véhicule, à l'état de la route, aux conditions climatiques. Alors, quand on prend la route Douala-Yaoundé, avant, quand elle n'était pas bitumée, on compte le nombre d'accidents, le nombre de morts. C'est largement inférieur à notre axe lourd national numéro 3. Et l'autoroute, ne rêvons pas, quand l'autoroute va relier Douala-Yaoundé, il y aura plus de morts que maintenant sur notre national numéro 3. Conséquence des courses, on n'a pas fait le tour. Alors, Non, c'est pas ça. le problème, Non, non, ça on a l'impression que vous plaidez pour qu'on n'ait pas de route. C'est pas ça Nous cherchons les causes. Nous parlons des causes. N'oublions pas que Nous parlons de causes. Donc pour éviter qu'on ait des morts, il y a un chanteur, la route ne tue pas. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Ça, c'est vrai. C'est clair. Vu que sur les pistes, Sur l'axe lourd, les accidents. non, sur les pistes, les accidents sont des collisions, donc des face à face. Face. Or, sur des autoroutes, on ça a peut être des séparé déraillements, et le ça système peut de être- conduite est différent. Oui, oui. Je ne vous apprends pas. C'est vous qui avez parlé de Si déjà je suis conscient que la nationale numéro 3 Est une mauvaise route. est une mauvaise route, est-ce que je suis obligé de rouler à 110, à 90? Non. Si je vais à 60, est-ce que je vais courir les mêmes risques que celui qui va à 80? Nous intervenons parce que vous avez... Donc, moi je dis, ce que vous dites, ce que vous citez, c'est vrai. Donc, nous l'avons dit dès au départ, On n'a pas les routes. que le facteur des routes n'est pas à négliger. L'état des véhicules n'est pas à négliger, mais je pense que c'est le conducteur qui est responsable à 95%. Parce que le conducteur est conscient de l'état du route. Il est conscient de l'état du véhicule. Il doit s'adapter. C'est tout. Alors, et vous avez reconnu effectivement qu'à un moment donné, il y a eu un problème au niveau des examens de permis de conduire. Et Oui, donc, bien sûr. et qu'on a envoyé sur les routes plein de gens qui ne savaient pas conduire. Justement, c'est de ça avec qu'il permis de s'agit conduire. du Val. Alors maintenant, Parce que avec actuellement- la réforme du permis de conduire. Non, actuellement, nous avons 60%, voire 70% des gens
qui partagent la route avec nous ne sont pas passés par les auto-écoles. Parce que quand chaque fois je vois, je suis dans les médias, on parle des auto-écoles qui ne forment pas bien, encore que l'auto-école ne délivre pas de permis. Si on ne forme pas bien, le candidat doit échouer. C'est tout. Et si le candidat passe, ça veut dire que soit il est bien formé, soit il faut revoir l'organisation des examens et permis de conduire. Donc, 70 ou 80% même des gens qui utilisent la route actuellement ne sont pas passés par les auto-écoles. Alors, ceux même qui sont passés par les auto-écoles, soit 20 ou 30%, ils sont passés dans quelle auto-école? Qui est auto-école? Voilà encore un gros problème. Il y a des gens qui ont multiplié les boîtes partout. On a mis, on prend, il suffit seulement de se lever ce matin, le matin, vous achetez un véhicule, vous prenez un compte plaquet, vous écrivez auto-école, vous arrachez, et vous commencez. Auto-école vénézuélienne. Voilà, vous commencez, vous mettez un nom d'Europe là, ou c'est pas d'Amérique, vous commencez à fonctionner. Et vous faites des flyers, vous voyez, actuellement, on parle, la formation est à 250 000. Officiellement. Officiellement, par rapport au volume horaire et la durée de formation. Le volume horaire est de 40 heures de cours théoriques et 20 heures de cours pratiques. Mais il y a des auto-écoles qui publient partout, qui distribuent les flyers au quartier, qui parlent de 45 000, de 40 000, de 50 000. Alors, comment peut-on quitter de 250 000 à 40 000? C'est la démocratisation de la formation. Non, c'est tout du Val. Ce qui se passe, c'est quoi? Ces auto-écoles clandestines, parce que seules les auto-écoles clandestines peuvent se livrer à ce genre de jeu. On revient au problème de la responsabilité des Oui, mais voilà, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Pour éviter d'indexer la responsabilité de l'État, mais de ceux qui incarnent l'autorité de cet État qui est justement l'esprit en charge. Non, il faut le dire et il faut le dénoncer. S'il y a des clandestins, c'est parce qu'il y a une tolérance administrative. Et la tolérance administrative... Mais le problème demeure. L'État ne va pas quand même aller éduquer les gens, pas dire... Attendez, vous-même, quand vous quittez les 250 000 pour aller chercher une auto-école de 45 000, 50 000, vous vous dites que c'est une bonne auto-école. On veut une boutique dans Non, mais c'est clair, on ne peut pas quitter les 250 000 à 45 000. N'oubliez pas que le pouvoir d'achat du Cameroun... Non, mais il s'agit des vies humaines. Il s'agit des vies humaines. C'est pas un problème d'achat. Il s'agit des vies humaines. On est d'accord. La formation vous semble chère, mais la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrez une boutique dans le marécage. Le lendemain matin, vous avez les agents, les impôts qui sont là. Vrai ou faux? Je suis d'accord avec vous. Très bien. Ils viennent faire quoi? Ils viennent la quitter, n'est-ce pas? Ils viennent la quitter. À fortiori, une auto-école, on doit former les gens qui forment pour conduire les vies. Moi, je voudrais savoir si votre position... Je dis la responsabilité de l'État est première. C'est l'échec d'un système. C'est l'échec de la gouvernance. Il faut le dire. Diminuer les accidents. Non, écoutez, ne disons pas de l'idée l'État. Alors, ok, Francis. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Mais il y a des gens qu'on a désigné. L'État, c'est nous tous. Quand vous avez... Francis avait la parole. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le volume avait la parole. Alors, il réduit le volume horaire. Au lieu de 20 heures, il donne 3 heures de conduite. Il est reparti 1 heure à 4 leçons de 15 minutes. Public autonome au Cameroun. C'est un problème de laxisme en C'est je suis d'accord à la tolérance administrative qu'on connaît tous et on sait pourquoi il y a cette tolérance administrative. C'est le pot de vin. C'est parce que ça fait l'affaire de ce que vous savez, je ne vous apprends rien. Ok. Alors donc, Francis Gare, vous étiez en train de lever sur. Maintenant sur la question de la réforme. Est-ce que cette réforme du permis de conduire, pour vous, peut être la meilleure porte de sortie? Oui, Duval, nous avons salué cette réforme et nous avons même applaudi des deux mains. Ce n'est pas la première réforme. Non, ce n'est pas la première réforme, mais celle-ci est pratique. Parce qu'en 2020, il y a eu l'informatisation, oui, les documents de transport. Oui, il y a eu l'informatisation, il y a eu un permis sécurisé, il y a eu, mais on va continuer à réformer. Et les réformes, les réformes sont initiées par rapport aux réalités du terrain, par rapport au contournement des textes. Vous savez, quand on a eu la 406, les choses marchaient bien, mais les clandestins ont contourné la 406. Il fallait réfléchir autrement. Et c'est comme ça. Je vais vous prendre, je vous cite, je vous prends un exemple. La dernière section, j'ai une auto-école à Obala.
on m'appelle, on me dit, j'ai présenté 133 candidats mon télé. J'ai dit, mais très bien, 133 candidats, ça veut dire que je dois avoir au moins 2 millions à la banque. Alors j'appelle mon banquier, il me fait comprendre que ça fait 6 mois que mon responsable n'a pas versé 1000 francs. Alors j'appelle mon responsable, je dis, mais je ne comprends rien. Comment est-ce que je peux présenter 133 candidats à mon télé et je n'ai pas 1000 francs à la banque? Il me dit, je n'ai présenté aucun candidat. Si oui, un recalé de la session d'examen de mai. Et vous voyez, mais la liste est affichée. Auto-école Francis, 133 candidats. Et qui a présenté les 133 candidats? Voilà donc la réalité du terrain. Dites-nous qui oui, mais justement, c'est ça. C'est les délégués départementaux et régionaux qui sont des démembrements de l'État qui font les listes des candidats au nom des auto-écoles et à ligne. Voilà. Et maintenant, c'est une réforme. Vous savez, hein, quand vous parlez d'État, moi je suis un peu réservé parce que quand nous voyons la tutelle, le ministère des Transports fait tout pour assainir nos productions. Fait tout pour lui. Oui, moi j'en suis témoin. Il me semble que c'est le laxisme du ministère des Transports. Mais il s'agit de certains responsables, surtout identifiés. Oui, identifié. Du ministère des Transports. Je suis d'accord. On ne le fera pas, pourquoi? Oui, mais Francis, on le fait. Ce délégué départemental, il est toujours en poste, non? Non, oui. Disons que ces délégués, non, je prends le cas qu'il a précisé là. La CONAC a plusieurs fois mis la main sur ces délégués. Oui. On a vu le cas de Yoko, on a vu le cas de Zeka. Oui. Mais qu'est-ce que la tutelle a fait? Non, je vais vous citer d'autres exemples. Vous savez, Duval l'a révélé tout à l'heure. Il y a de cela 2 ans, Yabassi présentait chaque session d'examen 1500 candidats. Il y a de cela 2 ans. Vous conduit ou toujours Yabassi? Oui, un fou présentait 1500. Et Zeka, vous avez suivi des reportages dans les médias, présentait 1500-2000 candidats. Depuis l'arrivée du ministre Alain Ebengo, il n'y a plus eu examen à Yabassi. Il n'y a plus eu un seul examen. Pourquoi? Ils ont tous parce qu'il est arrivé, il a dit la récréation est terminée. Voilà. Non, on veut la fin de ces récréations sur nos axes routiers. Moi, je voudrais dire quelque chose. Hein. Les permis sont faux. D'accord. Si vous avez une entreprise, est-ce que vous avez recruté quelqu'un parce que vous avez présenté un diplôme, surtout en conduite? Comment les gens qui ont des faux permis peuvent venir, on leur donne un camion ou bien un bus de transport? C'est là où je parle. Mais avant d'y arriver même, oui. Est-ce que ces conducteurs de camions, ils sont formés? Vous avez des écoles formées? Non, je suis président national du syndicat national des exploitants de l'école du Cameroun. Je pense que vous avez couvert la présentation officielle de notre camion. Nous avons acheté, les auto-écoles sont réunies. Et je ne parle pas vous précisément, hein, parce que... oui, mais ça veut dire que... Vous êtes dans les camions, mais vous ça veut dire qu'avant, nous avons fait confiance... Nous avons fait confiance à la réforme, à la 183. Alors, on s'est dit, cette fois-ci, ça va marcher. On ne peut pas acheter le camion si on n'a pas de clients. Chaque fois, on voit le résultat, 200 candidats admis en catégorie C. Mais aucun ne passe par l'auto-école. Mais vous allez inverser pour acheter un camion et ne former personne. Alors, cette fois-ci, il y a eu des réformes et les auto-écoles se sont dit, ça va aller. Nous sommes convaincus que cette fois-ci, les choses vont changer. Et nous sommes réunis, on a pris un camion. Les camions sont là. Et maintenant, je parlais de la réforme. Duval, cette réforme recentre l'auto-école. On va revenir sur la réforme tout à l'heure. Duval, je voudrais intervenir par rapport à... Vous avez parlé de la formation. Et je l'ai dit d'emblée que je ne comprends pas comment conduire un véhicule qui est une profession. Les auto-écoles peuvent être gérées par un ministère qui n'est pas un ministère de formation. Le gouvernement de la République a créé un ministère de formation. Si bien que même les SAR, SM que vous et moi nous avons connus qui étaient au ministère de l'Éducation, ont été transférés au ministère de la formation professionnelle. Conduire étant une profession, pourquoi on ne remet pas les auto-écoles au ministère de la formation professionnelle qui a un processus pour donner les agréments, pour définir les curricula de formation, pour contrôler les écoles dans la formation?
Nous avons fait les auto-écoles. Vous avez eu un contrôle. Vous avez plus confiance à ce ministère-là? Non, j'ai plus confiance dans ce ministère parce que vous avez dit que je suis instituteur maritime et beaucoup d'écoles ont fermé parce que ce ministère fait ce contrôle. C'est le ministère de la formation. Maintenant, j'ai dit... Non, le ministère de la formation professionnelle, voilà déjà l'examen de CAPEC où ils centralisent l'examen à Yaoundé. On demande aux gens de quitter tout le pays pour aller composer le CAPEC, le diplôme des moniteurs à Yaoundé. Mais vous voyez combien de moniteurs au Cameroun, c'est ça le problème. Alors s'il y a un moniteur à Kousséri, on va aller faire son examen. Un centre d'examen comme Douala, où il y a 4 centres de formation pour les moniteurs. Je dis, vous connaissez nos villes, il y a combien d'auto-écoles dans nos villes? Pour que le moniteur, on déplace un président du jury, un chargé de mission. J'ai dit ça de formation professionnelle. On déplace ces gens-là. Les examens de CAPEC s'est déroulé à Douala depuis la création du CAPEC, depuis que le ministère de la formation professionnelle gère la formation des moniteurs. Non, Francis, donc pour vous, ce ministère est disqualifié? Non, bon, Francis, lui peut dire, monsieur Francis, vous pouvez dire que c'est disqualifié, mais nous estimons que si vous pouvez montrer le chèque du ministère du Transport dans l'octroi des permis, vous-même vous l'avez dit. Donc pour vous, il faut essayer avec le ministère. Il y a une réforme. Mais là, c'est comme l'a dit, tu as posé une question, on va la contourner. Non, ma question est bien notée. Quelles sont les causes des accidents? Personne n'a énuméré. Non, on a énuméré. Non, on a responsabilité. On a plutôt parlé des responsabilités et non des causes. Moi, j'ai dit les causes. On a parlé des mon causes, on a parlé de la intervention route. Monsieur le Président, mon intervention aujourd'hui, c'est pour que demain matin, à la fin du mois, qu'on sente que quelque chose a bougé. Rien ne bougera. Attendez, quand vous dites que rien ne bougera, ça veut dire que vous-même, vous n'allez pas comprendre que l'une des causes, c'est la conduite sous l'emprise de l'alcool, les excès de vitesse, l'usage du téléphone, la fatigue, la somnolence, les conduites sous les feux de stupéfiants. Tous les gars qui conduisent, les Tchadiens qui viennent prendre des marchandises et tout. Vous savez qu'ils prennent la... Sauf que pour flasher les véhicules en route, ça vous êtes très fort. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas... Alors qu'il y a les alcotestes qu'on a mis à la disposition de la sécurité routière. Les Tchadiens, les Centrafricains, les Congolais qui viennent avec les greniers, est-ce que vous pouvez attester de la qualité de leur permis? Qui est en charge de le faire? Non, je ne suis pas en train de dire que je protège l'État, non. C'est pas ça mon problème. J'ai l'impression que vous êtes en train de caresser, vous caressez le... Non, ça sera facile pour nous de jeter le corps à l'État. Mais c'est là qu'ils sont en faire. Monsieur Boulet, c'est dans le politicien, tu n'avais la balle de chéri pour lorsque nous on prendra le pouvoir l'année prochaine, vous verrez bien qu'on va arranger ces choses facilement. Moi, je suis un expert. L'année politique, c'est... Je suis un expert. On peut pas dire que toi-même, dès demain, que tu saches que... Moi, je suis polytechnicien, j'ai dit qu'on n'a pas de route. Il faut d'abord qu'on ait les routes. Je ne fais pas attention quand je suis dans ma voiture. Je vais vous montrer que... En attendant des routes, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi pour moi ça? En attendant des routes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand on n'a pas de route, on laisse les gens rouler. On a les moyens d'avoir les routes. Il y a ce qu'on appelle l'entretien préventif. Nous tous qui avons eu des papas qui avaient des voitures, quand il se levait le matin, il attachait son pain avec sa brosse à dents, il se levait, même le voisin, il se levait le capot, il jaugeait. Vous, je ne suis pas sûr que quand vous sortez avec votre voiture le matin, vous avez le temps de regarder. Mais moi, je ne le suis pas, mais je dis, tu peux voir le voisin. Non, mais ça s'apprend à l'auto-école. Non, c'est pour dire que, est-ce que les gens le font? Il faut recycler. Il faut accompagner les gens. Moi, je parle des entreprises. C'est les entreprises. C'est pas ta voiture qui garde la route. Il a dit tout là, c'est les camions, c'est les gros porteurs. Mais c'est des entreprises qui ont ça. Si ces entreprises ne savent pas qu'elles doivent accompagner leurs chauffeurs, qu'elles doivent former leurs chauffeurs, qu'elles doivent recycler leurs chauffeurs, ce sont ces gens-là qui font les accidents. Quand on parle des 100 morts au mois d'août, on sait, c'est tout camion, bus. Mais c'est eux qui tuent les gens. On y va dans cette lancée-là. Oui, on y va dans cette lancée avec des suggestions par rapport aux problèmes qui ont été évoqués et donc les solutions qui sont envisagées. Donc lui, il dit qu'il faut penser au recyclage. La formation, la bonne formation. Il l'a dit. Si les gens ont les permis sans être formés, c'est un problème qu'il faut soulever. Et on forme les gens. Et je dis dans les entreprises... Et pour recycler, il faut faire confiance aux auto-écoles. Pardon? Pour qu'on pense au recyclage, il faudrait qu'on fasse confiance aux auto-écoles. Oui, mais qu'eux-mêmes... Et il faudrait qu'il y ait donc une dératisation des auto-écoles. Bien sûr. Ok. Sur cette question-là, on est dans la vague des solutions-là. On est dans la ligne droite de l'émission pour Joël. Qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'il y ait des routes? Je rejoins. En attendant qu'il y ait des routes. On laisse les gens mourir. Parce que les routes, c'est pas demain la veille. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de façon précise pour que demain on ait l'impression que cette émission, par exemple, ait contribué à conscientiser et à éduquer davantage de manière à réduire les taux d'accidents sur les routes? C'est bon? On fait quoi? Donc, disons qu'avec ce que nous avons, tout passe par l'éducation.
c'est l'éducation et la responsabilité. Quand je parle d'éducation ici, je m'adresse à l'État. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est l'État qui est au centre de tout. C'est la vision projetée par l'État qu'on implémente à travers un gouvernement conforme. Ce gouvernement a des ministres, il y a ceux qui sont en charge de ces choses. Éduquer les enfants à partir de l'école sur le code de la route, comment traverser la route, comment marcher, éduquer les responsables des auto-écoles sur la formation, responsabiliser ceux qui sont en charge de contrôler ces choses, donner au ministère de la formation professionnelle la formation des chauffeurs, parce que c'est une profession, qu'on le veuille ou non, qu'on enlève cela au transport, c'est pas de leur qu'ils ne peuvent pas, ils ont montré leurs limites en la matière. Bref, grosso modo, là, l'éducation et la formation sont les deux éléments clés qu'il faudrait implémenter. Malheureusement, avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, j'ai peur que cela ne puisse pas marcher. Nous pensons que dès que nous allons prendre le pouvoir l'année prochaine, nous allons mettre des véritables responsables. Je vais juste prendre une petite parenthèse. Hein. La commission de la CONAC est descendue en Comtou, au pesage. Le responsable, je crois qu'il doit être en prison aujourd'hui, donnait 1 500 000 chaque mois. Il reversait 1 500 000. La CONAC a fait 30 minutes, ils ont eu près de 15 ou 20 millions. En 30 minutes. Donc, comme pour dire qu'il n'y a pas de problème d'argent, il y a un problème de personnes qui appartiennent à un système. Ce système a échoué. Et comme tout système, il est à bout. Il est important que ce système soit renouvelé par des jeunes comme lui et moi qui avons encore la force de courir, de parler. On ne dit pas, excusez-moi, on ne dit pas, oui, on ne dit pas un vieux ce qu'il a fait, on lui rappelle de temps en temps ce qu'il a tendance à vouloir oublier. Donc nous disons simplement que on ne peut pas jeter nos vieux et qui nous servent de conseillers, mais qui laissent les jeunes qui ont encore la vigueur nécessaire de pouvoir venir aux affaires avec des idées nouvelles, avec une nouvelle dynamique. Le système, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est comme, il est cyclique. On naît, on grandit, on atteint des pics et après on décroît. Donc ce système RDPC a fait quand même 35 ans, c'est bon, les résultats sont là, ils sont palpables. Hein. On voit que ces résultats, c'est l'échec. Qui prennent leurs responsabilités. D'ailleurs, le responsable des transports a fui parce qu'il est assez difficile de défendre un pouvoir qui a échoué, un système qui a échoué. Donc, les éléments que j'ai cités sont ceux que, dès que nous allons prendre le pouvoir, nous allons les implémenter. Alors, Francis Gap, pour revenir sur la question de la réforme, le ministre des Transports a donc annoncé l'entrée en vigueur ce mois de septembre, donc 2017, d'une nouvelle carte de permis de conduire camerounais, qui doit, dit-il, s'arrimer aux normes internationales et qui introduit plusieurs éléments nouveaux, renforcer les sécurités de contrôle. On parle d'un circuit d'obtention et de délivrance du nouveau permis de conduire, inscription en ligne, formation par le moyen d'un livret. Est-ce que pour vous, ça peut fondamentalement aider à résoudre ce problème? Le problème des faux permis et donc des accidents de la route. Et ça résout déjà. Parce qu'il y a beaucoup d'auto-écoles clandestines. Aujourd'hui, même on me l'a dit, il y a des auto-écoles clandestines qui se sont regroupées pour voir comment est-ce qu'elles peuvent manifester autour d'un syndicat qui les protège pour bloquer cette réforme. Il y a donc une association d'auto-écoles clandestines qui se met en place. Justement, je vais vous donner les chiffres. Ici, à Douala, le département du Gouri, on a environ 280 auto-écoles implantées. Et nous avons minimum 110 auto-écoles clandestines. Qui ne sont pas autorisées. Presque la moitié. Qui ne sont pas autorisées. Et ce sont ces auto-écoles. Ça aussi, c'est un indice pour que les gens puissent identifier les auto-écoles clandestines. Toutes les auto-écoles qui parlent de formation à 45, 50 000. Sachez automatiquement c'est une auto-école clandestine. Parce qu'une vraie auto-école implantée avec tout ce que l'administration demande ne peut pas pratiquer ses prix. Alors, cette réforme redonne donc la formation aux auto-écoles. Il y a d'abord l'harmonisation du programme de formation. Vous savez, il n'y a jamais eu ça. C'est chaque auto-école qui enseigne ce qu'elle voilà. Ouais, voilà. Donc, il y a harmonisation du programme de formation à travers un livret que on nous a dit qu'il est gratuit. Bon, il y a l'inscription en ligne. Ça veut dire que on a sécurisé tout le processus d'obtention du permis de conduire à partir de l'inscription. Vous savez, les textes, la 183, la 184 précisent que la durée de formation est de 2 mois à l'auto-école minimum. Alors, nous, sur le terrain,
Les gens présentaient les candidats après 10 jours, 15 jours, voire même 5 jours. Et ces gens n'ont suivi aucune formation. Alors, maintenant, là, il y a l'enregistrement en ligne. Ça veut dire que dès que quelqu'un se présente dans une auto-école, on t'inscrit. Ça veut dire que directement, le logiciel du ministère des Transports enregistre. C'est toujours les hommes, hein, on sait que le tel est inscrit dans telle auto-école. Et du coup, le logiciel te donne ta date d'éligibilité à l'examen de permis de conduire. Tu dis, ok, tu t'es inscrit aujourd'hui, tu as activé ta formation, tu es éligible pour l'examen 2. Ça veut dire qu'après une période de 2 mois. Alors, ce système va également contrôler le respect du volume horaire, qui est de 40 heures minimum de cours théoriques et 20 heures de cours. Mais là, maintenant, c'est des auto-écoles qui introduisent ces données-là. Oui, mais en fonction de la formation du volume parce horaire. Que, en fait, les délégués régionaux qui vont non, les délégués maintenant sont hors sujet. On les a mis à l'écart. Pourquoi? Pour la simple raison que chaque auto-école aura un code. Ça veut dire pour entrer. Mais c'est un homme qui met les informations. Il y aura toujours on a confié. Attendez, ce qui veut dire, c'est que ce délégué-là sera muté à l'administration centrale. Non, c'est toujours les hommes. C'est pas comme ça que ça se passe. Okay, pas comme ça. Voilà. À l'époque où les permis étaient en carton, c'est les délégués. Et vous vous rappelez, à cette époque, il y avait trop de faux permis. Actuellement, nous avons des vrais faux permis. Ça veut dire que le permis est authentique, mais ça n'a pas respecté la procédure. Il y a les permis qu'on fait aussi au quartier. Non, les permis, les permis qu'on imprime au quartier sont rares et sont facilement détectables. Ah bon. Actuellement, parce qu'on a confié l'impression des permis à une structure privée. Et cette structure privée qui a un cahier de charges. Qui est géré par les hommes. Qui est géré par les hommes, mais qui est là pour faire son chiffre d'affaires. Voilà. Ça veut donc dire que l'inscription en ligne a été confiée à la même structure, qui pour nous est très sérieuse. Puisque la même structure, il y a beaucoup de délégués qui ont voulu... Et au niveau de l'organisation de l'examen du permis de conduire, ça va être nettement meilleur maintenant? Oui, déjà il y a en fait, seuls les gens qui vont passer par les auto-écoles agréées auront la possibilité. Mais de ce point de vue, donc, les auto-écoles clandestines vont mourir de leur belle mort. Oui, mais puisqu'elles sont en train de s'organiser, on m'a dit elles veulent contester pour dire, parce qu'elles savent déjà que leur mort est annoncée. Mais allez voir derrière qui sont les responsables de cette auto-école. Finissez sur la réforme, Francis. On est à la fin de l'émission. Alors, vous voyez donc que avec cette réforme, le ministère peut interroger combien d'élèves telle auto-école a inscrit ce mois. Parce qu'il y a des auto-écoles qui cooptent les élèves des autres. Ça veut dire qu'on enregistre les élèves des clandestins. Et les clandestins vivent à travers d'autres auto-écoles agréées comme des sous-traitants. Bon, maintenant, le ministère peut donc interroger à partir de la centrale, donner les chiffres d'inscription ce mois. On vous dit telle auto-école a inscrit, ainsi. Ça fait que si mon auto-école a inscrit 100 personnes, on peut faire une descente inopinée pour vérifier si effectivement ces gens suivent la formation. Si effectivement, parce que quand on présente une auto-école ainsi 100 candidats, vous avez voilà, les élèves peuvent être malades le jour de la descente. Non, mais attendez, il y a les numéros de téléphone. Il y a les numéros de téléphone et il y a le livret. Donc, au fiche, pour vous, c'est vraiment révolutionnaire. Non, c'est révolutionnaire. Au bout de combien de temps on va apprécier cela et voir effectivement que cela est intéressant? La prochaine session, enfin bon, on a pour le moment, on nous a annoncé la réforme, on attend. Je pense ici, oui, pour le moment, la formation est passée dans 7 régions sur 10 et les échos qui me parviennent sont vraiment excellents. Tout le monde tous les autres. On espère que ça va pas être comme le permis à point. Je pense que cette réforme achemine vers le permis à point. Comme la cadence. Ça va acheminer vers le permis à point. Au moins là, le process est nettement meilleur. Oui, pour arriver au... Je voudrais dire que je mesure l'émotion, toute l'émotion qu'il porte lorsqu'il parle de ces réformes. Ce ne sont que des réformes. Et il y en a tellement eu au Cameroun. Comme les annonces. Mais où on attend ces réformes, c'est justement sur ces routes-là.
Ne perdez pas cela de vue. Et je tiens à vous préciser que ces réformes-là sont implémentées par des hommes. C'est-à-dire c'est juste un jeu et de mots et de personnes. Maintenant, ça pourrait être contrôlé par l'administration centrale. Oui, mais ça donne l'espoir. Oui, non, on est d'accord. L'espoir seul ne suffit pas. Des espoirs, on en a tellement eu tous les jours. Mais sauf que sur le terrain, il y a un sérieux problème. Non. Il n'y aura pas que la réforme du secteur des transports pour résoudre l'épineux problème des accidents sur nos routes. Ce n'est qu'un pan. Non. Un travail de base est en train d'être fait au ministère des Transports. J'y arrive. Il faut saluer ce travail. Le ministère des Transports, en fait, la réforme ne va pas résoudre les 20% des causes des routes. Ne perdez pas ça de vue. On est là que sur des aspects purement techniques. Humain, technique. Oui, mais à la formation. Je voudrais vous préciser qu'il y a un sérieux problème, c'est qu'il y a un laxisme ambiant dans le secteur du transport routier qu'il faut absolument résoudre. La réforme n'est qu'un pan. Quand je vous prends par exemple un cas d'école, qui est le cas implémenté par la gendarmerie, où on vous dit qu'il y a une prévention routière à un endroit sur les 250 km qui séparent Yaoundé et de Douala. C'est-à-dire au moins déjà à 20 km, il y a votre collègue en face qui vous signale qu'il y a un flasheur. Mais dès que vous traversez cette barrière, vous pouvez aller à 200 km à l'heure. Et là maintenant, le problème pose... Vous avez parlé des réformes, j'y arrive, vous avez parlé des réformes. Et 20% des routes, c'est surévalué. Vous avez parlé, je voudrais vous dire qu'il y a un sérieux cas, c'est que vous avez beau mettre des réformes en tête, mais en place, il y a un sérieux problème de moralité, il y a un sérieux problème de mentalité. Réforme-là vient irresponsabilité. Quand je vous prends le cas de la gendarmerie nationale, la gendarmerie qui est là, on est d'accord que à première vue l'intention est bonne, c'est-à-dire de limiter les vitesses. Mais dès que vous avez un poste en Komoto ou alors vous avez un poste à Ekankazo, juste à la sortie des DDA, quand vous l'avez traversé, vous pouvez rouler à 100 à l'heure. Mais entre-temps, vous pouvez négocier avec le gendarme pour une infraction. Il est là pour faire du chiffre. Il y a ses responsables qui l'attendent à la fin de la journée. C'est ça qui semble plus important. Il y a aussi les radars mobiles. C'est ça qui semble aussi plus important. C'est ça qui semble aussi plus important. Mais au moins sur ce point, je voudrais être d'accord avec les nouvelles mesures de la gendarmerie qui consistent à prendre un chauffeur en état d'ébriété, le mettre hors du circuit jusqu'à ce qu'il retrouve sa lucidité. Ou alors prendre une voiture qui a de pneus usés jusqu'à ce qu'on remplace avant qu'on laisse cette voiture. Mais le sérieux problème qui se pose au niveau du travail de la gendarmerie, c'est au niveau de l'efficacité. La preuve en est qu'ils disent bien pile que leur impact a pu résoudre l'épineux problème des accidents. Mais il y en a tous les jours sur nos routes et au niveau interurbain et même intra-urbain. Donc je veux dire, il y a un problème de synergie de force qu'il faut mettre en place. La prévention routière, la prévention routière, les transports, les travaux publics, les usagers eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est un travail de fond et de longue haleine. C'est-à-dire, vos réformes-là ne vont résoudre qu'un pan, c'est-à-dire une infime partie du sérieux problème. Et si vraiment au moment d'implanter, parce que c'est lorsqu'on va commencer à implanter ces réformes que vous allez détecter les limites de ces réformes. En l'état, je comprends votre émotion, on vous a vanté un projet mirobolant, mais je vous attends plutôt sur les routes. C'est en ce moment qu'on va évaluer cette réforme. Je suis d'accord qu'à la fin, on s'est compris qu'il faut éduquer. À la fin, ils sont en train de dire qu'il faut éduquer. Donc au début, on n'a pas dit cela. Même l'éducation, c'est le moyen terme. Hein. Moi, je suis sur les mesures urgentes. Il a dit quelque chose que la gendarmerie lui dit qu'il faut éduquer l'État. La gendarmerie à Souza, ça veut dire passer, on fait descendre un chauffeur à midi. Parce que ce chauffeur est passé à 6 heures pour venir à Douala. À midi, il est en train de repartir pour aller à l'ouest. On a arrêté, on dit, tu as passé à 6 heures, tu arrives à Douala pour revenir. On a appelé son patron, on dit, envoie un autre chauffeur. On ne peut pas dire que les choses sont en train de se passer. Peut-être celui qu'on va envoyer là après 2 jours. Moi, je suis en train de dire que c'est nous qui avons les voitures qui tuent, nous qui sommes au volant. Et nous disons, c'est les patrons des gros bus, les patrons des camions qui doivent entretenir leurs chauffeurs par la formation et même par l'encadrement continu. Si vous ne le faites pas, on sera en 1960. Le nombre de voitures va augmenter. Les pistes ne font que se rétrécir. D'où la nécessité de construire des routes. Non, et des routes. Mais on dit seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement?
Je vous rejoins pour tirer un peu sur l'État pour dire imposer, Enfin. imposer les gestionnaires dans les sociétés qui ont beaucoup de voitures. C'est les camions là qui gardent les routes. C'est les bus là qui gardent les routes. C'est pas nos petites voitures. Ces camions appartiennent à qui? Attendez, moi je ne sais pas savoir, mais si c'est ça appartient à l'État. Attendez, je suis un gestionnaire. Je vais vous dire une chose. Vous savez que la première personne à consommer utilement pour les voitures au Cameroun, c'est l'État. Je suis prêt à leur dire que vous achetez des voitures qui ne vous servent à rien. Donc, mais je dis, ils peuvent déjà commencer à dire aux gens qui ont les bus, des gens de voir, monsieur, qui gère vos voitures. Parce que l'entretien préventif, qui le fait? Un chauffeur qui a une crevaison en route, bien éclatement de roue. Attends, ça veut dire qu'on n'a pas regardé ça avant de partir. Donc, il y a des gens qui doivent être là pour faire la prévention. Et il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué sur ce plateau, la question de la visite technique. Je voudrais attirer son attention pour dire que les camions qui font les accidents sur ces routes, ne perdez pas de vue que ces camions viennent du Tchad, de la RCA. Mais je l'ai dit d'entrée. C'est aussi curieux et paradoxal que ce n'est que quand ils sont dans le corridor Yaoundé-Douala qu'on a tous ces accidents. Pourtant, ils sont partis à Konolinga, à Ayos et tout. Et il n'y a pratiquement mais je t'ai expliqué que parce que ce n'est quand ils arrivent à Yaoundé, ça fait comme ça. Quand ils arrivent à Yaoundé, à ce moment, on peut aussi doiter l'entretien de parce que la route Douala-Yaoundé est moins bonne que la route Yaoundé-Ayos. Mais non, attendez, sur la route Ayos-Bétois, en termes d'entretien, alors, s'il vous plaît, c'est la meilleure route. En termes d'entretien, je vous mets au défi, c'est la meilleure route. Je voulais dire. À Bomba-Bétois. Non, je parle de la route Yaoundé jusqu'à Bétois. Non, la route est bonne, mais à partir de Ayos jusqu'à Bétois. Tu as des serpents. Ok, bon, vous avez mis d'accord. Vous avez mis d'accord. C'est ça qui est intéressant. La réforme de 2015, a permis de détecter 300 faux permis de conduire étrangers, c'est ça? Oui. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de permis qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas bons. Non, en fait, des étrangers. Non, quand on a mis la réforme en place et quand le ministre Mebengo est arrivé, on a assaini au moins, enfin, ça, on a réduit. Alors, les gens sont déportés au Tchad, Centrafrique. Pour aller faire les permis. Voilà, aller faire les permis et venir les convertir ici au Cameroun. Hein, pour avoir les permis Cameroun. Alors, quelqu'un parlait de permis, c'est Mac. Pourquoi ne pas inventer ça? Pourquoi ne pas faire ça? Pour avoir les mêmes programmes de formation. Voilà. Il faut donc que le permis c'est voyez-vous, certains sur le plateau sont là pour caresser l'État dans le sens du poil. Moi, pas du tout. On ne peut pas prétendre être un pays sérieux lorsque chaque jour dans ce pays, le Cameroun est devenu une espèce de dépotoir. À Bonamous, ça dit, toutes les 3 maisons, il y a une brocante, on vous apporte, on ramasse toutes les fourchettes pourries. Ne parlons pas des voitures qui n'existent même plus de nom. Il n'y a même plus de chaîne de production de ces véhicules. Ça pollue, enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Et ça passe par les douanes camerounaises. Et les gens voient comment ces véhicules pourris entrent. Tous les jours, on a des véhicules pourris qui entrent dans ce pays. On ferme les yeux. Secondo, on a la visite. Et ces véhicules-là, qui va l'acheter n'est pas camerounais. Et effectivement, c'est vrai. Non, c'est les textes qui autorisent. Mais si vous faites, c'est les textes. Attendez, si vous développez devant votre maison, on va dire que c'est ça. Je tiens à vous dire que récemment, les textes disent que les voitures de plus de 10 ans payent plus cher que les voitures de moins de 10 ans. En réalité, on ne résout aucun problème. Donc, je parle de simplement. Et ces véhicules-là, s'il vous plaît, oui, et ces véhicules tombent en panne sur les routes. Chaque jour, provoquent des accidents. Ok. Seconde, ces véhicules ont des visites techniques. J'en viens là. Ce n'est pas la voiture, c'est la S'il vous plaît, monsieur. La visite technique est en aval. S'il vous plaît. Elle n'est pas en amont. En amont, c'est les textes qui autorisent. Disent cette pourriture de véhicules. Mais toi, tu as quand même, tu vas acheter une pourriture, tu amènes dans ton pays. Pourquoi? Si les textes si j'achète, c'est à l'État de dire ça n'entre pas dans mon pays. Nous ne sommes pas ici pour dire que l'État ne fait pas, alors que nous apportons ces voitures-là. Moi, je ne peux pas acheter une vieille voiture, viens circuler ici pour dire que l'État doit me sanctionner quand même. L'État est au-dessus de tout le monde. Finissez votre C'est l'État qui protège. J'ai dit, est-ce que tu as donné ta vie? Vous êtes devenu monsieur Duval. Vous êtes devenu Duval. Laissez-moi continuer. Moi, je suis là pour défendre nos comportements. Je condamne nos comportements. Je ne condamne pas l'État. Oui, ça, c'est bien compris, monsieur. Très bien. L'État n'existe pas pour vous. Bien, je disais donc que l'État... Moi, je ne suis pas politicien. Tu as dit que tu es venu tirer. Finissez, il manque quelques secondes. J'étais donc en train de dire que la première chose, il faut que l'État prenne des dispositions pour que les véhicules d'un certain âge n'entrent plus dans notre territoire. Secondo, il y a les visites techniques.
il faille que l'État également prenne ses responsabilités pour responsabiliser les responsables de ces structures de visite technique. Parce que vous donnez à quelqu'un 10 000 francs avec le dossier du véhicule, il va et vous apporter une visite technique. C'est 2000. Il y a eu un reportage à la mais c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Et de vouloir dire que c'est les hommes qui sont responsables de ça. Non. Quand le système est perméable, lorsqu'il est désuet, eh bien chacun fait ce qu'il a envie de faire. Celui qui prend 2016, c'est à la Merci, République messieurs. de prendre ses responsabilités. Merci, messieurs. Merci infiniment d'être venus sur ce plateau. On arrive à la fin de l'émission. Francis Garissou, infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci Duval. Vous êtes le président national du syndicat national des exploitants d'auto-école du Cameroun et vous croyez à la réforme. Merci à vous d'être venu, Hervé Boulet. Vous êtes homme politique, vous êtes coordonnateur régional du PURS pour Littoral et vous comptez prendre le pouvoir l'année prochaine. Merci Emmanuel de Yabgapondi d'être venu sur ce plateau. Merci Duval. J'aimerais revenir avec un ingénieur de travaux publics et non avec un politicien. Oui. On a été attentif au conseil que vous avez donné. Il faut éviter de conduire en état d'ébriété. Il faut faire un effort de se reposer avant. Il faut que la fasse son travail en route. Merci. Je Kankan, infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Je plaide pour la fin du laxisme, la fin de la tolérance administrative et que la synergie des administrations se mette enfin en œuvre pour qu'on puisse ensemble limiter tout ce qu'on vit depuis quelques années. Merci messieurs. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Inch'Allah.